Chères apprenantes, chers apprenants, la séquence d'aujourd'hui, ce qui s'intitule l'étude morphoscopique des sédiments, s'inscrit dans le cadre de l'étude des phénomènes géologiques externes et représente la deuxième partie de notre premier chapitre, à savoir la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. Avant de commencer cette séance, il est très important de faire un rappel sur la séquence précédente, à savoir l'étude statistique des sédiments et plus exactement l'étude du sable. Et par la même occasion, je tiens à recommander à mes chers élèves qui n'ont pas encore consulté cette séquence de la voir car elle est d'une importance capitale dans notre étude. L'étude statistique, c'est une étude granulométrique qui consiste en l'analyse de la distribution statistique des classes des particules élémentaires d'un sédiment. Son principe est basé sur la classification des grains de sable selon la taille en utilisant la technique du tamisage. Et ceci dans le but de se renseigner sur les agents du transport, les milieux de sédimentation, afin de pouvoir reconstituer l'histoire géologique des paysages sédimentaires. Qu'est-ce qu'il faut retenir à travers cette séquence ? Tout simplement, c'est que l'étude statistique du sable s'est déroulée en 3 phases. La première phase a commencé par une préparation de l'échantillon, et ceci dans le but d'éliminer tous les débris qui peuvent influencer négativement notre étude. Par la suite, on a pris 100 grammes de notre échantillon qu'on a mis dans une colonne de tamis dont le diamètre des mailles est décroissant, et ceci dans le but de séparer les différents grains de notre sable en fonction de leur taille. Après, on a pesé la quantité récupérée dans chaque tamis et on a noté nos résultats dans un tableau. Ces résultats étaient le siège de la deuxième partie et qui concerne le calcul des fréquences et des fréquences cumulées de ces grains. Et également, ces calculs vont nous permettre de réaliser des présentations graphiques qui concernent à la fois la réalisation de l'histogramme ainsi que le traçage des courbes de fréquence et des courbes cumulatives. L'analyse des courbes de fréquence, par exemple, nous a permis de tirer des informations sur le sable étudié. Comme vous savez très bien, la courbe de fréquence peut présenter un seul mode. Dans ce cas, on parle d'une courbe unimodale. Mais parfois, il peut représenter 2 ou plusieurs modes. Dans ce cas, on parle des courbes bi- ou plurimodales. Dans le cas des courbes unimodales, elle peut être étroite. Ceci veut dire tout simplement que notre échantillon est homogène et bien classé. Donc, il peut être soit un sable de plage lorsque ces grains sont grossiers, et dans ce cas, l'agent du transport est à la fois l'eau et le vent. Comme il peut être un sable saharien, c'est-à-dire d'une dune désertique par exemple, lorsque ces grains sont fins. Et dans ce cas, l'agent responsable du transport de nos particules est le vent. Lorsque notre courbe unimodale est large, ceci dit tout simplement que notre sable est mal classé, et dans ce cas, il s'agit bien d'un sable fluviatile dont l'agent du transport est l'eau. Mais par contre, lorsque notre courbe est bi- ou plurimodale, ceci signifie tout simplement que notre sable est hétérogène et non classé, et il s'agit bien d'un sable mélangé, c'est-à-dire qu'il est composé à la fois par des grains grossiers et des grains qui sont fins. Par contre, l'analyse de la courbe cumulative nous permet à la fois d'évaluer l'homogénéité de notre sable étudié ainsi de déterminer son origine. En ce qui concerne l'évaluation du classement du sable étudié, cela peut être réalisé par la détermination graphique des valeurs des quartiles Q1 et Q3 à partir de notre courbe cumulative. Ces deux valeurs vont servir au calcul de l'indice de classement S0 selon la formule suivante, c'est-à-dire S0 est égal à la racine carrée de Q3 sur Q1.
Cette même valeur de S0 va nous permettre d'évaluer le classement du sable étudié, et ceci en se référant au tableau suivant. Donc si la valeur de S0 est inférieure à 2,5, cela veut dire que notre échantillon est très bien classé. Par contre, si la valeur de S0 est largement supérieure à 4,5, ceci dit que notre sable est très mal classé. En ce qui concerne maintenant la détermination de l'origine du sable étudié, cela peut se faire par la comparaison de notre courbe cumulative avec les courbes cumulatives de référence. Donc, comme vous voyez dans cet exemple, on a une courbe cumulative qui présente une allure sinusoïdale, et c'est le cas pour la courbe du sable de plage ou même le sable éolien. Mais vu que les grains de notre échantillon ils sont grossiers, donc on peut déduire tout simplement qu'il s'agit bien d'un sable de plage. Donc, comme vous voyez, l'étude statistique nous a permis de tirer des informations, que ce soit sur l'homogénéité du sédiment, l'agent du transport, ainsi que sur le milieu de sédimentation. À présent, et à travers la deuxième séquence, on va s'intéresser surtout à l'étude morphoscopique des sédiments. Donc, les objectifs fixés sont comme suit. Donc, à la fois, ça permet la détermination des caractéristiques morphologiques des constituants de sédiments, comme elle permet de mettre en relation ces caractéristiques morphologiques et la dynamique du transport et les conditions de sédimentation. En réalité, cette deuxième séquence sera réalisée en deux parties. La première partie concerne l'étude morphoscopique des grains de sable, alors que la seconde sera réservée à l'étude morphoscopique des galets. Mais avant de commencer, on doit se demander qu'est-ce que ça veut dire une étude morphoscopique des sédiments. Donc, elle a été définie comme étant l'examen de la forme et de l'aspect de surface des sédiments par observation microscopique ou même par une observation à la loupe binoculaire. Mais à quoi sert cette étude? Il est évident que les sédiments détritiques subissent au cours du transport des changements morphologiques qui modifient progressivement leur aspect et leur forme d'origine. L'étude morphoscopique met en évidence les traces et les indices morphologiques de l'usure subie par les éléments détritiques d'un sédiment, et ceci pour permettre de connaître le degré et la nature de l'usure subie par les sédiments au cours de leur transport, et donc déduire l'agent du transport et son importance, ainsi la détermination des conditions et les milieux de sédimentation. Commençons tout d'abord par la première partie qui concerne l'étude morphoscopique des grains de sable. Sachant que le sable est souvent le produit de l'altération des roches-mères du fait de l'érosion, le constituant principal du sable est le quartz, car c'est l'élément qui résiste le plus aux agents de l'altération et de transport. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le quartz a une durée de vie très grande, c'est-à-dire qu'on peut le repérer dans les différents types de sable, du fait qu'il est résistant aux différents agents, que ce soit de transport ou même de l'érosion. En plus, la forme et l'aspect des grains de quartz varient en fonction de la nature, l'intensité et la durée de l'action des agents du transport. Cela veut dire que ces quartz vont emmagasiner des indices et des informations qui peuvent renseigner sur l'agent du transport, son intensité, ainsi que sur le milieu de sédimentation. Cette étude morphoscopique du sable s'est déroulée en 3 étapes. La première étape commence par une préparation au préalable de notre échantillon, et ceci de la même manière qu'on a fait au cours de l'étude statistique. Par la suite, on va isoler par technique de tamisage les grains de quartz ayant un diamètre compris entre 0,4 et 1,6 mm. Et enfin, on va passer à l'observation microscopique des différents grains isolés, soit par une loupe binoculaire ou bien par observation microscopique. Les résultats obtenus suite à ces observations montrent la présence de 3 types de grains de quartz différents. Différentes sur le plan forme
et ainsi sur plan aspect de surface. Il s'agit bien des grains non usés, également appelés NU, et les grains émoussés luisants, encore appelés EL. Et la troisième classe, ce sont les grains de quartz ronds et mat, c'est-à-dire RM. Comme vous voyez dans cette photo, ça se voit clairement qu'il y a une différence, que ce soit sur le plan forme de ces différents grains ou même sur le plan aspect. Maintenant, on va passer aux caractéristiques de ces différents types de grains. Commençons tout d'abord par les grains NU. Donc, les grains NU sont transparents, anguleux, avec des arêtes très saillantes et aiguës. Cela veut dire que ces grains n'ont pas subi d'usure et leur transport s'est fait sur de très faibles distances. Il s'agit essentiellement d'un transport fluviatile ou glaciaire. On peut tout simplement rencontrer ce type de grains de quartz dans les dépôts glaciaires ou même dans les sables fluviatiles. Et surtout, on peut les retrouver en très grande quantité dans les sables situés près des roches mères dont ils sont issus, comme les arènes granitiques. Cela signifie que notre sable n'a pas été transporté ou elle a été transportée pour de courtes durées. Pour la deuxième classe, à savoir les grains émoussés luisants, EL. Donc ces grains présentent un aspect de surface poli, c'est-à-dire lisse et brillant. Ils sont transparents et leurs arêtes sont arrondies. Cela est dû à une usure répétée, causée elle-même par des frottements dans l'eau. En effet, les grains EL ont subi un long transport en milieu aquatique, à l'exemple des mers, les plages, les fleuves et les rivières. Donc, on peut rencontrer ce type de grains dans les sables de plage et même dans les sables fluviatiles, c'est-à-dire ils ont été transportés pour de longues distances et ceci par le vent et l'eau, sinon pas l'eau tout seul. Pour la troisième classe, à savoir les grains RM. Donc ces grains présentent un aspect de surface toujours dépoli et mat, leur forme est subsphérique et ils n'ont pas d'arête. Ces caractéristiques s'expliquent par un transport éolien, c'est-à-dire le transport assuré par le vent, au cours duquel les grains subissent une usure continue due au choc des grains entre eux ou avec des obstacles. Mais généralement, ce type de grains, on peut les rencontrer essentiellement dans les sables éoliens, à l'exemple des sables des dunes désertiques ou même les sables des dunes littorales. Ceci dit que notre sable a été transporté pour de longues périodes, mais l'agent du transport cette fois-ci est le vent. Maintenant, pour bien comprendre l'importance de ces caractéristiques dans la détermination de l'agent du transport ainsi que le milieu de sédimentation, je vous propose un exercice d'application dont l'énoncé est le suivant. Donc, le tableau suivant présente les résultats de l'étude morphoscopique de deux échantillons de sable, à savoir le S1 et le S2. Pour le S1, il est composé par les trois types de grains de quartz, mais à des pourcentages différents. Et de même pour l'échantillon S2. La première question est de représenter les données du tableau graphiquement sous forme d'histogramme et en secteur, alors que la seconde question, c'est de déterminer l'origine possible de chaque échantillon à partir de l'analyse des résultats obtenus. Donc, comme vous voyez dans la première question, on doit représenter graphiquement les données du tableau à la fois sous forme d'histogramme et en secteur. Donc, commençons tout d'abord par les représentations sous forme d'histogramme. Donc, comme vous voyez ici, comme on a vu auparavant, on va tracer un graphe à deux axes. L'axe des abscisses va représenter les échantillons E1 et 2, alors que sur l'axe des ordonnées, on va représenter les grains en termes de pourcentage. Donc, comme vous voyez ici, par exemple, le NU représente 90% dans notre échantillon. Le EL, par contre, représente à peu près 8%. Et finalement, le RM qui représente 2%. Donc, on va faire presque la même manière pour tracer l'histogramme correspondant à l'échantillon S2.
Maintenant, on va passer à la représentation en secteurs. Dans un diagramme circulaire, on partage un disque de secteur dont la mesure de l'angle au centre est proportionnelle au pourcentage des types de grains de quartz. C'est-à-dire qu'on va diviser ce disque en plusieurs secteurs et chaque secteur va correspondre à un échantillon ou bien à un type de quartz bien défini. Donc, prenons l'exemple de l'échantillon S1. Donc, S1 est composé de 80% de NU, 8% de EL et 2% de RM. À savoir que le pourcentage total est égal à 100%. Par contre, notre disque représente 360 degrés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une correspondance entre les valeurs en termes de pourcentage et les secteurs qui représentés en degrés. Pour cela, on a deux techniques à adopter. La première technique consiste en le calcul de la proportionnalité par règle de 3, c'est-à-dire que 100% de notre échantillon est l'équivalent de 360 degrés et 80% à l'exemple du pourcentage de NU, les 80% de NU vont représenter un X. Donc, X est égal à 360 degrés fois 90 degrés sur 100. Donc, la valeur obtenue est 324 degrés. Donc, cette valeur-là, qui correspond à un secteur, on doit le représenter dans notre disque et qui correspond à schéma suivant. Donc, par la suite, vous essayez de faire presque la même manière afin de pouvoir faire la correspondance entre les valeurs de EL et RM afin de bien dessiner les secteurs correspondants. La deuxième technique consiste dans le calcul du rapport de proportionnalité, et ceci suivant la formule suivante. Donc 360 degrés, on va la diviser par 100, ça va donner 3,6 degrés. Par la suite, on va multiplier les valeurs en termes de pourcentage des différents grains de quartz par cette valeur afin de trouver la proportionnalité entre les valeurs en pourcentage ainsi que les angles en degrés. Donc 90% multiplié par 3,6, ça va donner 324 degrés et ils sont représentés dans le secteur de cette manière-là. 8%, on va la multiplier par 3,6, ça va donner 28,8 et en représentation graphique, il va être représenté par la couleur bleue. Donc le bleu représente le EL. Et enfin, 2 qui représente le pourcentage, 2% qui représente la RM, on va la multiplier par 3,6, ça va donner 7,2 et on va la représenter également dans notre disque. Et finalement, on va avoir un résultat pareil. Donc, cette manière-là nous a permis de réaliser les graphiques en secteur pour les deux échantillons, comme le montre la figure suivante. Donc, vous voyez clairement qu'il y a une différence en termes de pourcentage ou bien en termes de secteur des différents grains au sein du même échantillon, comme il y a une différence dans la répartition de ces grains dans les échantillons S1 et S2. Maintenant, en ce qui concerne la détermination de l'origine possible de chaque échantillon. Donc, comme on peut voir à travers le tableau ou même d'après les représentations graphiques, que ce soit sous forme d'histogramme ou même sous forme de secteur, ça se voit clairement que l'échantillon S1 est riche en grains NU qui représentent 90%. Ceci témoigne qu'un transport sur de très faible distance ou même ils n'ont pas été transportés. Il s'agit bien d'un sable situé près de la roche-mère dont il est issu ou d'un sable glaciaire. Pour l'échantillon S2, on a vu qu'il est riche en RM qui représente environ 75%. Ceci indique qu'il y a un transport par le vent et il s'agit bien d'un sable éolien. C'est le cas des sables des dunes littorales ou même des dunes désertiques. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui consiste en l'étude morphoscopique des galets. Les galets sont définis
tout simplement comme étant des cailloux arrondis par une usure mécanique, éolien fluviatile, côtière ou même glaciaire. Leur diamètre varie entre 20 et 200 mm. On distingue en réalité plusieurs types de galets en fonction de certaines caractéristiques morphologiques qui témoignent des conditions de leur formation, c'est-à-dire l'agent du transport, sa nature et l'intensité de l'usure subie, ainsi que sur le milieu de dépôt. Donc, quand vous voyez donc ces photos, ça se voit clairement qu'il y a une différence entre ces différents types de galets, ces différences, que ce soit sur le plan forme ou même sur l'aspect de leur surface. Le tableau suivant représente les principales caractéristiques morphologiques des galets et le mode de transport qu'a subi chaque type de ces galets. Par exemple, le galet fluviatile, c'est un galet émoussé, c'est-à-dire que les angles viennent être usés. Le degré d'émoussement témoigne de l'intensité, la durée et la distance du transport par l'eau des fleuves ou même l'eau des rivières. Par contre, le galet de plage, qui a une forme aplatie dans les plages plates et globulaire dans les plages rocheuses. La présence des trous arqués, il s'agit de traces de choc dues à la force des vagues. Troisième type de galet est les galets éoliens. Ce type de galet est lisse, présentant plusieurs facettes et arêtes, avec des lignes fines et émoussées et une surface gravée, plutôt des surfaces gravées. Enfin, on a les galets glaciaires. Ce sont des galets polis, très émoussés et présentant des stries qui témoignent des frottements avec les murs rocheux au cours de leur transport par du glacier. Donc, on peut conclure tout simplement que l'étude morphoscopique des éléments détritiques des sédiments est une étude complémentaire à l'étude statistique, car elle fournit des renseignements sur l'agent et la dynamique du transport, ainsi que sur les conditions de sédimentation. Donc, avant d'en finir, je vous propose un autre type d'exercice, à savoir des questions à choix multiples. Pour chaque proposition, il existe une seule réponse correcte. Parfois, dans certains exercices, on peut trouver une question qui est reformulée autrement, c'est-à-dire qu'il existe une ou plusieurs réponses qui sont correctes. Dans notre cas, on va se contenter uniquement d'une seule réponse qui est correcte. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit cocher la case devant la réponse correcte. Pour la première question, les grains NU reflètent. Est-ce qu'ils reflètent un transport fluviatile de longue distance ou un transport éolien ou bien un transport fluviatile à courte distance? Donc, avant de répondre à ces questions, on doit faire appel aux caractéristiques de ce type de grains. Sachant que les grains NU se rencontrent surtout dans les dépôts glaciaires et surtout dans les sables situés près de roches-mères, c'est-à-dire qui n'ont pas été transportés ou même ont été transportés pour de courtes distances. Donc, je reviens un peu sur mes suggestions. Un transport fluviatile de longue distance, donc c'est une réponse qui est fausse parce que notre sable n'a pas été transporté ou transporté pour de courtes distances. La deuxième suggestion, c'est que les grains NU reflètent un transport éolien. Non, ils n'ont pas été transportés, donc on va considérer cette deuxième suggestion comme étant une fausse réponse. Et la troisième suggestion, à savoir que les NU reflètent un transport fluviatile à courte distance, donc on va la considérer comme étant la bonne réponse parce que ces grains se retrouvent souvent près de la roche dont ils sont issus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été transportés ou ils ont été transportés pour de courtes distances. Donc la troisième suggestion est la bonne. Maintenant, on va passer à la deuxième question qui porte sur les grains EL. Donc ces grains EL sont des grains arrondis dont la surface ressemble à des verres dépolis ou bien des grains transparents anguleux aux arêtes tranchantes ou même des grains transparents
luisant et arrondi. Donc, on va procéder de la même manière. On doit faire un rappel sur les caractéristiques de ce type de grain, à savoir que les grains EL présentent un aspect de surface lisse et brillant, ils sont transparents et leurs arêtes sont arrondies. Donc, pour la première suggestion, les grains arrondis dont la surface ressemble à des verres de poli, donc c'est une mauvaise réponse. Les grains transparents anguleux aux arêtes tranchantes, également c'est une mauvaise réponse du fait que les arêtes sont arrondies. Et la troisième suggestion est la bonne, c'est-à-dire que les grains EL sont des grains transparents, luisants et arrondis. Maintenant, on va passer à la troisième et la dernière question qui porte sur les galets de plage. Donc, le galet de plage est un galet très émoussé présentant des stries de frottement, ou bien c'est un galet présentant plusieurs facettes et arêtes et des surfaces gravées, ou même c'est un galet de forme aplatie ou globulaire avec des traces de choc, ou c'est un galet plus ou moins émoussé présentant plusieurs arêtes. Donc, on va faire de la même manière, sachant que les galets de plage ont une forme aplatie dans les plages plates et globulaire dans les plages rocheuses. En plus, elles présentent des trous arqués. Il s'agit de traces de choc dues à la force des vagues. Donc, je reviens un peu sur mes suggestions. Donc, c'est un galet très émoussé présentant des stries de frottement. Donc, c'est une mauvaise réponse. Ce sont des galets présentant plusieurs facettes et arêtes et des surfaces gravées. Non, toujours, c'est une mauvaise réponse, ou bien c'est une fausse réponse. Il s'agit bien d'un galet de forme aplatie ou globulaire avec des traces de choc. Donc, comme vous voyez ici, ils ont une forme aplatie dans les plages plates et globulaire dans les plages rocheuses. Donc, on peut considérer cette réponse comme la bonne réponse. En ce qui concerne la quatrième suggestion, à savoir que le galet de plage est un galet plus ou moins émoussé, présentant plusieurs arrêts. Donc, c'est une réponse qui est fausse du fait qu'il y a une seule réponse qui est correcte, à savoir la troisième suggestion. Donc, notre séance prend fin. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et on se donne rendez-vous dans la séquence prochaine. Merci.